Mais qu'est-ce que tu fais ici? On t'a bien fait comprendre hier que tu n'étais plus invité. Les mots tranchèrent l'air de la réception de mariage comme du verre brisé, et toutes les têtes se tournèrent pour assister à mon humiliation publique. Je souris doucement à la mariée de mon fils, cette femme pour qui j'avais dépensé 43 000 € afin de la rendre heureuse. Je m'en vais, mais avant, laisse-moi te présenter mon invité spécial, un vieil ami à toi. Quand Eva vit qui se tenait derrière moi, son visage devint aussi blanc que sa robe hors de prix avant qu'elle ne s'effondre sur le sol en marbre italien. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez avec la ville depuis laquelle vous me lisez. Vous vous demandez probablement comment une grand-mère de 67 ans a fini par orchestrer le plus spectaculaire des crashs de mariage de l'histoire d'Aix-en-Provence. Eh bien, laissez-moi vous raconter. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque mon fils Henri a ramené à la maison la plus belle menteuse que j'ai jamais rencontrée. Mais je m'emballe. Je m'appelle Hélène Dubois, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais organiser le mariage du siècle pour mon unique enfant chéri. J'avais vidé l'assurance vie de mon défunt mari, vendu des obligations et même contracté un prêt sur ma maison pour offrir à Henri et Eva le mariage de conte de fées dont elle prétendait rêver depuis son enfance. Le lieu, le prestigieux domaine de Belle-Rive avec ses jardins tentaculaires et son charme provençal. La robe, une création parisienne à 12 000 € qui a nécessité 3 retouches. Les fleurs, 2000 roses blanches venues d'Équateur. J'ai payé pour chaque pétale, car la famille d'Eva, m'avait-elle expliqué en larmes, l'avait renié pour avoir épousé quelqu'un d'un statut social inférieur. Mon cœur saignait pour cette pauvre jeune femme qui avait soi-disant tout abandonné par amour. Je lui ai même offert le collier de perles de ma grand-mère, un bijou de famille transmis depuis 4 générations. Oh, Madame Dubois, avait-elle murmuré, les yeux brillants de ce que je croyais être des larmes de gratitude. Vous êtes comme la mère que je n'ai jamais eue. Quelle performance! Henri était complètement envoûté, et je comprenais pourquoi. Eva était magnifique, de cette manière naturelle que certaines femmes possèdent à la naissance, avec sa peau radieuse et ses yeux de biche qui pouvaient faire oublier leur propre nom aux hommes. Elle travaillait comme infirmière pédiatrique, faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux et parlait de son désir d'enfant avec une telle aspiration sincère que je me suis surprise à rêver de petits-enfants. Mais quelque chose me chiffonnait, un murmure de doute que je n'arrivais pas à faire taire. C'était peut-être la façon dont ces histoires ne concordaient jamais tout à fait, ou le fait qu'elle avait grandi dans tant d'endroits différents qu'elle ne parvenait pas à garder ses souvenirs d'enfance cohérents. Ou peut-être était-ce sa manie de tout payer en espèces, prétendant être démodée en ce qui concerne les cartes de crédit. Pourtant, Henri était plus heureux que je ne l'avais vu depuis la mort de son père 3 ans plus tôt. Et cela me suffisait, jusqu'à la nuit où j'ai découvert la vérité qui allait tout changer. « Maman, que penses-tu de ces faire-part » demanda Henri, étalant 3 cartons de couleur crème presque identiques sur la table de ma cuisine. « Ils me semblent tous pareils, mon chéri, avouai-je en plissant les yeux à travers mes lunettes de lecture. Eva dit que celui-ci a un papier de qualité supérieure, dit-il en montrant l'échantillon du milieu. C'est 3 € de plus par invitation, mais elle dit que les gens voient la différence. J'ai hoché la tête, faisant un calcul mental rapide. Avec 300 invités, cela représentait 900 € supplémentaires pour du papier qui finirait à la poubelle. Tout ce qui fait plaisir à Eva, dis-je, car c'était devenu notre devise familiale ces derniers mois. Ce soir-là, Eva est venue discuter du menu du traiteur. Elle avait rejeté les 3 premières entreprises que j'avais suggérées pour finalement se décider pour un chef aixois qui était apparu dans une de ses émissions de concours culinaire. « Hélène, je sais que c'est un peu au-dessus du budget, » dit-elle en feuilletant le devis qui dépassait en fait de 8 000 € le budget prévu. « Mais c'est une expérience unique dans une vie. » Bien sûr, approuvai-je, calculant déjà mentalement lequel de mes investissements restants je pourrais liquider. « Vous êtes la meilleure » cria-t-elle en m'étreignant. Je n'arrête pas de dire à Henri à quel point il a de la chance d'avoir une mère aussi généreuse. Quelque chose dans son ton me fit marquer une pause. Ce n'était pas tout à fait de la gratitude. C'était plus proche de la satisfaction, comme si elle avait marqué un autre point dans un jeu dont j'ignorais les règles. Au fil des mois, mes économies pour la retraite diminuaient tandis que les dépenses du mariage montaient en flèche. Le lieu seul coûtait 15 000 €, sans compter les frais supplémentaires pour le « forfait coucher de soleil » sur lequel Eva avait insisté. Puis vinrent les fleurs, l'orchestre, le photographe qui avait travaillé pour Vogue Paris, et les marque-places calligraphiées à la main. Chaque fois que j'exprimais mon inquiétude face au coût croissant, Eva se mettait à pleurer, parlant à voix basse de la façon dont sa famille l'avait toujours fait se sentir indigne, comment ce mariage était sa chance de se sentir enfin valorisé. Et Henri, voyant sa détresse, me lançait ce regard, celui qui disait « S'il te plaît, maman, ne gâche pas ça pour nous. » Alors, je souriais et signais un autre chèque, regardant ma sécurité future s'évanouir pour une seule journée de célébration. 3 semaines avant le mariage, j'ai invité Eva à déjeuner, juste nous deux. Je voulais lui donner le collier de perles de ma grand-mère, celui que ma mère avait porté le jour de son mariage, et que j'avais porté au mien. Ces perles sont dans notre famille depuis 4 générations,
expliquai-je en ouvrant le coffret en velours bleu pour révéler le brun lustré. Je serais honoré si tu les portais comme ton quelque chose d'emprunté. Oh, Hélène, souffla Eva, soulevant le collier avec des doigts précautionneux. Elles sont exquises. Elles sont juste en prêt, lui rappelai-je avec un doux sourire. Un jour, elles appartiendront à la fille d'Henri. Une étrange expression traversa son visage, quelque chose de calculateur qui disparut si vite que je crus l'avoir imaginé. Bien sûr, dit-elle en attachant les perles autour de son cou. Je les chérirai lors de notre journée spéciale. Alors qu'elle admirait son reflet dans le mur en miroir du restaurant, je remarquai qu'elle n'osait pas tout à fait croiser mon regard. C'était un mardi soir et je m'étais arrêtée à l'appartement d'Henri et Eva pour déposer les dragées que j'avais passé le week-end à assembler, 300 petits pots de miel local avec des étiquettes personnalisées. Henri m'avait envoyé un texto pour me dire qu'il dînait dehors avec des amis, mais que la porte ne serait pas verrouillée et que je devais laisser la boîte dans le couloir. J'allais le faire quand je me suis rendu compte que j'avais oublié d'inclure les petits mots de remerciement qu'Eva avait spécifiquement demandés. Plutôt que de faire un autre voyage, j'ai décidé d'entrer et de tout assembler dans leur salle à manger. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit lointain d'eau qui coule. Peut-être avait-il laissé un robinet ouvert. J'ai posé la boîte et j'allais partir quand j'ai entendu la voix d'Eva venant de la chambre. Jason, je t'ai dit de ne pas m'appeler sur ce numéro, siffla-t-elle, sa voix basse et urgente. Quelque chose dans son ton me figea dans le couloir au lieu d'annoncer mon arrivée. Non, le mariage est toujours prévu, continua-t-elle. Oui, j'aurai accès à ses comptes après notre mariage. Qu'est-ce que tu veux dire par tu veux une plus grosse part? On s'était mis d'accord sur 30%. Monseng Asiglaka. Je me suis plaquée contre le mur, reconnaissante pour les vieux parquets d'Henri qui me permettaient d'entendre chaque mot accablant. Écoute, la vieille m'a déjà donné plus de 40 000 € et elle nous donnera probablement plus d'argent pour l'acompte de la maison après le mariage. Ce pigeon vaut moins 200 000 €, peut-être plus. Une pause. Non, il ne se doute de rien. Il est complètement accro. Un pigeon. Mon fils était un pigeon. J'en avais assez entendu. Je reculai à pas de l'ouvert la porte d'entrée, mes mains tremblant si violemment que je faillis laisser tomber la boîte de dragées. Je réussis à sortir sans bruit. Mais une fois dans ma voiture, j'ai dû m'arrêter 3 rues plus loin parce que j'étais en hyperventilation. Tout prenait un sens horrible maintenant. Les paiements en espèces, les histoires incohérentes, la façon dont elle avait isolé Henri de ses amis avec des commentaires subtils sur le fait qu'il ne comprenait pas la relation. Elle l'avait même convaincu d'ajouter son nom à son compte courant pour plus de commodité et lui avait suggéré de mettre à niveau son assurance vie puisqu'ils construisaient un avenir ensemble. Je suis restée dans ma voiture pendant 1 heure, pleurant des larmes de colère et me sentant la plus grande idiote du monde. Puis quelque chose a changé en moi, quelque chose de dur et de déterminé que je n'avais pas ressenti depuis que je me battais pour la vie de mon mari pendant son cancer. Si Eva Lambert pensait qu'elle pouvait détruire mon fils et voler notre argent, elle s'était trompée de famille. Mais j'avais besoin de preuves réelles et indéniables qui ouvriraient les yeux d'Henri et exposeraient Eva pour ce qu'elle était vraiment. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai cherché sur Google « Détective privé Aix-en-Provence ». J'ai rencontré Patricia Allaire dans un petit café du centre-ville. Patricia était une ancienne enquêtrice de la gendarmerie qui s'était mise à son compte après sa retraite, spécialisée dans les affaires de fraude. Elle avait probablement 10 ans de moins que moi, mais elle avait ce genre de comportement pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Madame Dubois », dit-elle après que j'eus expliqué la situation, « ce que vous décrivez ressemble à une arnaque sentimentale classique avec une tournure de mariage. Ces gens sont des professionnels. Ils étudient leur cible, apprennent ce qu'elles veulent entendre et deviennent exactement cette personne. » Je fis glisser un chèque sur la table. « Combien de temps cela prendra-t-il » Patricia sourit sombrement. Pour quelqu'un d'assez stupide pour utiliser sa vraie voix au téléphone, pas très longtemps. Mais je me trompais. L'enquête s'est avérée bien plus difficile que nous ne l'avions prévu. Eva était prudente. Elle avait un numéro de sécurité sociale, des fiches de paie et même un profil LinkedIn qui semblait légitime à première vue. Elle est douée, a admis Patricia lors de notre 3e rencontre. La plupart des escrocs laissent des traces faciles, mais elle a bien brouillé les pistes. Donc, nous n'avons rien, demandai-je, le cœur serré. Je n'ai pas dit ça, répondit Patricia en faisant glisser un dossier sur la table. J'ai trouvé des incohérences dans son passé. Sa présence sur les réseaux sociaux ne remonte qu'à 3 ans. Avant cela, il n'y a pratiquement rien, et son diplôme d'infirmière n'a été délivré qu'il y a 30 mois, bien qu'elle prétende exercer. Depuis 8 ans. Ce n'est pas assez pour convaincre Henri, dis-je en parcourant la documentation clairsemée. Non, mais c'est un début. J'ai contacté d'anciens collègues de la police judiciaire spécialisés dans l'usurpation d'identité. Ils passent ces empreintes dans leur base de données. Vous avez ces empreintes digitales? Demandai-je, surprise. Patricia sourit. J'ai un ami qui travaille au café près de l'appartement de votre fils.
Eva y va tous les matins pour un café au lait. Même tasse, mêmes empreintes. Une semaine plus tard, Patricia a appelé avec des résultats qui dépassaient mes pires craintes. Hélène, vous allez vouloir vous asseoir pour ça, dit-elle, sa voix sombre au téléphone. Eva Lambert n'existe pas. La femme que votre fils s'apprête à épouser est en réalité Rachel Leclerc, et elle a un sacré passé. J'étais dans ma cuisine en train de préparer du thé quand elle a appelé, et j'ai dû m'agripper au comptoir pour ne pas m'effondrer. Dites-moi tout. Rachel Leclerc, 29 ans, originaire de Lille. Elle a été arrêtée 3 fois au cours des 5 dernières années pour escroquerie, bien qu'elle n'ait été condamnée qu'une seule fois. Elle travaille avec des partenaires, généralement des hommes qui l'aident à rechercher des cibles et se font parfois passer pour des membres de sa famille pour ajouter de la crédibilité à ses histoires. Ma bouilloire sifflait, mais je ne pouvais pas bouger pour l'éteindre. L'homme au téléphone, Jason David, son complice le plus fréquent. Ils étaient en couple jusqu'à il y a environ 2 ans, quand elle l'a apparemment escroqué de 20 000 € et a disparu. Il essaie de la retrouver depuis. Finalement, j'ai réussi à éteindre le feu, mes mains bougeant en pilote automatique tandis que mon esprit tournait à plein régime. Comment avez-vous trouvé tout ça? Le miracle de la reconnaissance faciale et un peu de travail de détective à l'ancienne. Rachel utilise l'identité d'Eva Lambert depuis 8 mois, avec un faux numéro de sécurité sociale et un faux historique d'emploi. Le poste d'infirmière pédiatrique. Elle fait du bénévolat occasionnellement dans un dispensaire, juste assez pour rendre l'histoire crédible si quelqu'un vérifie. Je me suis laissé tomber sur ma chaise de cuisine. Patricia, j'ai besoin que vous trouviez ce Jason David. Il y eut une pause. Hélène, à quoi pensez-vous? Je pense qu'un homme qui traque Rachel depuis 2 ans pourrait être très intéressé par l'idée d'assister à son mariage. La voix de Patricia portait une note d'admiration. Vous voulez l'amener à la cérémonie? Je veux donner à Eva exactement ce qu'elle mérite. Ma voix était plus stable que je ne me sentais. Pouvez-vous le trouver? Déjà fait. Il vit à Lyon maintenant, il travaille dans le bâtiment. Je peux vous donner ses coordonnées dans l'heure. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine silencieuse pendant un long moment. Une partie de moi voulait foncer chez Henri et lui déballer tout ce que Patricia avait découvert. Mais je connaissais mon fils. Il était têtu comme son père. Et Rachel l'avait travaillé pendant des mois. Elle l'aurait probablement convaincu que toute critique n'était que de la jalousie ou une tentative de contrôler sa vie. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus dramatique, quelque chose qui l'exposerait si complètement qu'il n'y aurait plus de place pour le déni ou la manipulation. Le mariage était dans 10 jours, et j'allais m'assurer qu'il serait inoubliable. Cet après-midi-là, j'ai appelé Jason David. Jason David à l'appareil. Sa voix était prudente, professionnelle. Je l'avais attrapé pendant sa pause déjeuner sur un chantier à Lyon. Monsieur David, je m'appelle Helene Dubois. Je crois que vous connaissez la fiancée de mon fils, bien que vous l'ayez connue sous le nom de Rachel Leclerc, et non d'Eva Lambert. Le silence s'étira si longtemps que je crus que l'appel avait été coupé. Puis, où est-elle? Elle est sur le point d'épouser mon fils à Valombre dans 9 jours. Elle nous a déjà volé plus de 40 000 €, et elle ne fait que commencer. Je gardai une voix stable, professionnelle. Je pense que nous pouvons nous entraider. Un autre silence. Madame, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais... Elle a dit à son partenaire, Jason, que le pigeon valait au moins 200 000 €. Elle prévoit d'accéder au compte bancaire de mon fils après le mariage et de disparaître probablement dans les 6 mois. Je laissai cela infuser. Ça vous rappelle quelque chose? Sa respiration se coupa. Vous l'avez entendu parler à Jason. C'est moi. Nous avions un arrangement commercial jusqu'à ce qu'elle me trahisse. Alors vous comprenez ma position. Madame Dubois, que proposez-vous exactement? J'y avais réfléchi pendant des heures, retournant le plan dans ma tête comme une pièce de puzzle jusqu'à ce qu'il s'emboîte parfaitement. Elle se marie à l'église avec 300 invités, un événement très public, très prestigieux. Et si son passé franchissait les portes de cette église en plein milieu de son moment de triomphe? Vous voulez que je fasse irruption au mariage? Il y avait comme de l'admiration dans sa voix. Je veux que vous l'exposiez pour ce qu'elle est devant tous ceux à qui elle a menti, devant mon fils qui mérite de connaître la vérité avant qu'elle ne détruise sa vie. Jason resta silencieux pendant plusieurs minutes. Quand il reprit la parole, sa voix était différente, plus dure. Elle m'a pris 20 000 € et a disparu au milieu de la nuit. Elle m'a laissé avec la note de l'hôtel et la voiture de location. Je la cherche depuis 2 ans. Alors c'est votre chance. Qu'est-ce que j'y gagne, à part sauver votre fils? Je souris, bien qu'il ne pût pas le voir. Law justice, Monsieur David. Tout simplement, la justice. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, peaufinant les détails. Jason descendrait en voiture le matin du mariage et attendrait mon signal. J'avais déjà été désinvitée, Rachel ayant convaincu Henri que sa mère essayait de saboter leur bonheur. Mais j'avais des moyens d'entrer au domaine de Belle-Rive qui n'impliquaient pas la porte d'entrée.
Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit Jason juste avant que nous raccrochions. Rachel n'en a pas seulement après l'argent. Elle est dangereuse. Que voulez-vous dire? Sa voix baissa. Sa dernière cible avant moi était une veuve âgée à Avignon. La femme a tout perdu, ses économies, sa maison, même ses pensions de la sécurité sociale. Quand elle a compris ce qui se passait, elle a confronté Rachel. Une peur glaciale s'installa dans mon estomac. Qu'est-il arrivé? La cause officielle du décès était le suicide. Des pilules. Mais je connaissais cette femme. C'était une battante. Croyante. Jamais elle ne se serait suicidée. Vous voulez dire que Rachel? Je dis de faire attention, Madame Dubois. Et peut-être de me laisser gérer la confrontation. Après avoir raccroché, je réalisai que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. La fureur impuissante avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus satisfaisant. Un but. Patricia arriva chez moi 1 heure plus tard avec un dossier épais. Tout ce que j'ai pu trouver sur Rachel Leclerc, dit-elle en le posant sur ma table basse. Rapport de police, photo d'identité judiciaire, complice connu et son mode opératoire. J'ouvris le dossier pour trouver une photo d'identité judiciaire de Rachel, les cheveux plus courts, l'expression plus dure. Mais c'était sans équivoque la femme qui allait épouser mon fils. Elle fait ça depuis au moins 7 ans, expliqua Patricia en étalant des documents sur la table. Elle cible toujours des hommes célibataires avec des biens ou des femmes plus âgées avec des économies. Elle crée une identité sur mesure pour correspondre à ce qu'ils recherchent, s'insinue dans leur vie, puis les dépouille. Et dans le cas d'Avignon? Demandai-je, en pensant à ce que Jason m'avait dit. L'expression de Patricia Assasambret. Éléonore Couturier, 72 ans. Rachel s'est fait passer pour une aide à domicile, a gagné sa confiance, s'est fait ajouter au compte de la femme. Quand Madame Couturier a réalisé ce qui se passait et a menacé d'aller à la police, elle a été retrouvée morte le lendemain. Officiellement, un suicide. Mais le détective qui a traité l'affaire avait des doutes. Le flacon de pilule prétendument utilisé ne portait que les empreintes de Rachel, pas celles de la victime, et Madame Couturier venait de prendre rendez-vous avec son avocat pour le lendemain matin. Je frissonnais malgré l'air doux du printemps qui entrait par mes fenêtres ouvertes. L'enquête n'a rien pu prouver, cependant. Rachel avait un alibi. Elle était dans un restaurant avec des amis quand Madame Couturier aurait pris les pilules. Des amis qui sont en fait des complices, j'imagine. Patricia Hokalotat. Très probablement. Écoutez, Hélène, cette femme est plus dangereuse que nous le pensions. Peut-être devrions-nous porter ces informations directement à la police. Je secouai la tête. Sans preuve tangible la reliant à la mort de Madame Couturier, ils ne feront rien avant qu'elle n'ait dépouillé Henri de tout ce qu'il possède. Non, nous devons arrêter ce mariage et l'exposer publiquement. Rendre impossible pour elle de simplement disparaître et de recommencer avec une nouvelle identité. Patricia parut sceptique, mais ne discuta pas. Soyez juste prudente et ne rencontrez peut-être pas Jason David seul. Je ne le ferai pas, promis-je, bien que j'ai déjà décidé de faire exactement cela. Moins il y aurait de personnes impliquées, moins il y aurait de chances que Rachel se doute de notre plan. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs. J'ai annulé mon rendez-vous chez le coiffeur et les retouches de ma robe. Si j'étais désinvitée du mariage de mon fils, je n'allais certainement pas me mettre sur mon 31 pour l'occasion. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur d'autres détails, comme m'assurer que le mariage aurait des complications très coûteuses. 3 jours avant le mariage, j'ai passé une série d'appels téléphoniques qui auraient rendu fier un raideur d'entreprise. Le premier était à la coordinatrice d'événements du domaine de Belle-Rive. Madame Sullivan, ici Hélène Dubois, mère du marié pour le mariage Dubois-Lambert de samedi. Oh, Madame Dubois, quel plaisir de vous entendre. J'espère que vous êtes excitée pour le grand jour. Si seulement elle savait. En fait, je vous appelle car il y a eu un changement dans les modalités de paiement. La famille de la mariée a décidé de couvrir le solde final après tout. Je fis une pause, laissant ma voix se remplir de ce genre de plaisir de grand-mère que les coordinateurs d'événements adorent. C'est si merveilleux quand les familles se réunissent. Ne trouvez-vous pas? C'est absolument charmant. Dois-je attendre un paiement directement de leur part? Oh, oui. Ils s'occuperont de tout à partir de maintenant. En fait, vous devriez probablement suspendre tout paiement de mon compte jusqu'à ce que vous ayez des nouvelles directement de la famille Lambert. Je lui ai donné le faux numéro de téléphone que Patricia avait confirmé que Rachel utilisait pour les fournisseurs du mariage. Ils sont très pointilleux sur la gestion de leurs propres finances. Le deuxième appel fut pour le fleuriste, le troisième pour le traiteur, le quatrième pour le photographe. Chaque conversation était similaire. La famille de la mariée prenait en charge les paiements finaux, si heureuse de se réconcilier avec leur fille, si excitée de contribuer à cette journée spéciale. Bien sûr, la famille Lambert n'existait pas, et Rachel n'aurait aucune idée que les fournisseurs essayaient de la joindre sur un numéro auquel elle ne répondait jamais. Le samedi matin,
Le domaine de Bellerive serait confronté à un problème très coûteux sans solution immédiate. Mais mon chef-d'œuvre fut l'appel que je passai à Henri. Maman. Il avait l'air fatigué, stressé. Je ne peux vraiment pas parler maintenant. Eva a été contrariée que tu ne sois pas au dîner de répétition. Henri, mon chéri, je comprends parfaitement les sentiments d'Eva. Ma voix dégoulinait de cette compréhension maternelle qui avait apaisé ses genoux écorchés et ses cœurs brisés pendant 32 ans. En fait, j'ai réfléchi, et je réalise que j'ai peut-être été un peu envahissante avec les préparatifs du mariage. Silence. Puis, vraiment? C'est le jour d'Eva, et si elle sent que ma présence serait stressante, alors bien sûr, je devrais respecter cela. Je fis une pause pour les faits. Je t'aime trop pour faire quoi que ce soit qui pourrait gâcher ton bonheur. Maman. Sa voix se brisa légèrement. Tu es sûr? Eva pourrait changer d'avis si tu lui parles. Oh, chérie, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu sais quoi? Je vais faire un petit voyage ce week-end, peut-être aller jusqu'à Avignon, faire des antiquités, vous laisser un peu d'espace pour profiter de votre journée spéciale sans drame familial. Le soulagement dans sa voix était douloureux à entendre. C'est vraiment attentionné de ta part, maman. Je veux juste que tu sois heureux, mon chéri. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Après avoir raccroché, je suis restée à regarder mon téléphone pendant un long moment. La conversation avait été nécessaire, mais elle faisait mal d'une manière que je n'avais pas prévue. Henri croyait sincèrement que j'étais le problème, que mes inquiétudes concernant Eva venaient de l'égoïsme ou de la jalousie plutôt que de l'instinct maternel. Eh bien, d'ici dimanche matin, il comprendrait tout. Vendredi soir, Rachel m'a appelé elle-même. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Madame Dubois, c'est Eva. Sa voix était douce comme du sucre avec juste une pointe de vulnérabilité. Je voulais vous remercier d'être si compréhensive pour demain. Pas du tout, ma chère. Je comprends parfaitement. J'ai parfaitement imité son ton. Une mariée doit se sentir complètement à l'aise le jour de son mariage. C'est si aimable de votre part. Henri m'a dit que vous alliez à Avignon pour le week-end. Elle cherchait des informations. Classique. C'est le plan. Une petite escapade de la mère du marié pendant que vous deux commencez votre lune de miel. Eh bien, j'espère que vous passerez un merveilleux moment. Et Madame Dubois, après qu'Henri et moi nous soyons installés, peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble. J'aimerais vraiment que nous soyons amis. L'audace était à couper le souffle. Cela semble charmant, Eva. Je suis sûre que nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis versé un généreux verre de vin et j'ai trinqué à mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. À la famille et aux amis, Hélène, dis-je à voix haute. Puisse-t-il recevoir exactement ce qu'il mérite? Le samedi matin arriva gris et bruineux, le genre de temps que les photographes de mariage appellent romantique et que les mariés appellent désastreux. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, trop excitée pour dormir, et j'ai passé la matinée à me préparer pour ce qui serait soit le jour le plus brillant, soit le plus catastrophique de ma vie. À 9 heures, Jason David a appelé d'une station-service à 20 minutes de Valombre. Je suis là, Madame Dubois. Vous êtes sûre de vouloir faire ça? Je me suis regardée dans le miroir du couloir, vêtue d'une simple robe noire avec mes cheveux parfaitement coiffés. Autour de mon cou brillait un autre collier de perles, pas aussi précieux que les bijoux de famille que j'avais donnés à Rachel, mais élégant néanmoins. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Et si votre fils ne vous pardonne pas? C'était une question que j'évitais depuis des jours. Alors je l'aurais sauvé d'une femme qui l'aurait détruit financièrement et émotionnellement. Parfois, aimer signifie être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il soit prêt à voir la vérité. Merde, vous êtes plus dur que vous en avez l'air. J'ai presque souri. À Monsieur David, j'ai élevé un fils, enterré un mari et survécu à 67 ans dans le sud de la France. Je suis plus dur que j'en ai l'air, aussi. Le mariage était prévu pour 14 heures, avec la réception immédiatement après dans la grande salle de bal du domaine. J'avais tout chronométré parfaitement. Jason arriverait sur les lieux à 13h30 et attendrait dans sa voiture jusqu'à ce que je lui envoie un texto. J'entrerai par l'entrée du jardin, un chemin que je connaissais bien pour mes multiples visites des lieux, et je me positionnerai là où je pourrais observer la cérémonie se dérouler. À 11h, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord le fleuriste, puis le traiteur, puis la coordinatrice du domaine. Tous paniqués, tous essayant de joindre quelqu'un de la famille Lambert au sujet de soldes impayés qui devaient être réglés immédiatement. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. À midi, Henri a appelé. Maman, il se passe quelque chose de bizarre. Tous les fournisseurs du mariage appellent Eva au sujet des paiements, mais elle dit qu'elle ne leur a jamais dit que sa famille s'occupait de quoi que ce soit. Tu sais ce qui se passe? Oh mon Dieu, ça a l'air compliqué. Qu'a dit Eva? Elle est assez contrariée. Elle pense que quelqu'un essaie de saboter le mariage. Il y eut une pause. Maman,
Tu n'as pas. Je veux dire, tu ne ferais pas ça. Henri Dubois, es-tu en train de suggérer que ta mère saboterait ton mariage? J'ai injecté juste la bonne quantité de douleur dans ma voix. Après tout ce que j'ai fait pour aider à rendre ce jour parfait. Non, non, je suis désolée. C'est juste qu'Eva est vraiment stressée. Et quand les gens sont stressés, ils cherchent parfois quelqu'un à blâmer, ai-je terminé doucement. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je suis sûre que c'est juste une confusion de fournisseurs. Ces choses arrivent. L'important, c'est que tu épouses la femme que tu aimes aujourd'hui. Si seulement il savait à quel point cette déclaration était sur le point de devenir vraie. Après avoir raccroché, j'ai vérifié ma montre. 13 heures. Il était temps de me mettre en position pour le spectacle d'une vie. J'ai attrapé mon sac à main, pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers ma voiture. Le trajet jusqu'au domaine de Belle-Rive a duré 15 minutes à travers le quartier historique d'Aix-en-Provence. La mousse espagnole drapait les chênes centenaires comme des voiles de mariée. Et malgré tout, j'ai ressenti une pointe de tristesse que ce magnifique lieu soit à jamais associé à la tromperie plutôt qu'à la célébration. Mais Rachel Leclerc avait fait ses choix. Et maintenant, elle était sur le point d'en affronter les conséquences. Je me suis garée à 2 rues du domaine de Belle-Rive et j'ai marché jusqu'à l'entrée de service, celle près de la cuisine du traiteur que j'avais repérée lors de mes visites des lieux. Le personnel était trop occupé à gérer les crises de paiement pour prêter attention à une femme de plus en robe noire. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jason. End position. Parking arrière. Utilitaire bleu. J'ai fait le tour du périmètre du domaine, en restant dans l'ombre des chênes imposants. Quand j'ai atteint le parking des employés, j'ai repéré. Jason immédiatement. Il était appuyé contre un vieux Renault Kangoo, vêtu d'un costume gris anthracite qui semblait neuf. En personne, Jason David n'était pas ce à quoi je m'attendais. D'après nos conversations téléphoniques, j'avais imaginé quelqu'un de plus rude, de plus ouvertement dangereux. Au lieu de cela, je me suis retrouvée face à un homme à l'allure soignée, dans la trentaine, avec des yeux intelligents et un air prudent. Madame Dubois, I'll tend it law main. Ravi de vous rencontrer enfin. Sa poignée de main était ferme, confiante. Merci d'être venu, monsieur David. Jason, s'il vous plaît. Il jeta un coup d'œil vers le bâtiment principal où le personnel s'agitait dans la panique pré-mariage. On dirait que votre plan de paiement fonctionne. C'est le chaos ici. Ce n'est que l'apéritif, répondis-je. Le plat principal est encore à venir. Jason fouilla dans sa veste et sortit un dossier mince. Tout ce que vous devez savoir sur Rachel Leclerc, ses antécédents, ses méthodes, ses victimes. Il hésita. Et les preuves que j'ai collectées sur l'affaire Couturier. Je pris le dossier, mes doigts tremblant légèrement. Vous croyez vraiment qu'elle est responsable de la mort de cette femme? Son expression se durcit. Je sais qu'elle l'est. Rachel ne laisse pas de témoins, surtout ceux qui pourraient l'envoyer en prison. Mais le prouver? Il secoua la tête. C'est pour ça que je la traque depuis 2 ans. Dites-moi plus sur elle, dis-je, ayant besoin de comprendre exactement à qui nous avions affaire. Jason s'adossa à son utilitaire. Rachel a grandi dans le système, foyer d'accueil, centre pour mineurs, tout le tralala. Elle a eu une enfance difficile, ce qui pourrait expliquer certaines choses, mais ne les excuse pas. Elle a appris très tôt à lire les gens, à devenir ce dont ils avaient besoin. Comment l'avez-vous rencontrée? Une ombre traversa son visage. J'étais son partenaire, pas sa cible. Nous travaillons ensemble sur de plus petites arnaques, des fraudes à la carte de crédit, des fraudes à l'assurance, rien de violent. Il détourna le regard. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à Avignon. Que s'est-il passé? Rachel a rencontré Madame Couturier lors d'une collecte de fonds pour une église. Une vieille dame charmante, veuve depuis peu, avec beaucoup d'argent. Rachel a vu une opportunité et s'est immiscée en tant qu'aide à domicile. Je jouais le neveu inquiet, lui rendant visite de temps en temps. Il se passa une main sur le visage. C'était censé être une simple arnaque financière. Se faire ajouter au compte, détourner des fonds progressivement, disparaître quand ça devenait risqué. Mais ça a mal tourné, les jeux encouragés quand ils se tuent. Madame Couturier était plus perspicace que nous ne l'avions prévu. Elle a remarqué des anomalies sur ses relevés bancaires, a confronté Rachel. Je n'étais pas là. J'installais notre prochain coup à Lyon. Rachel m'a appelé, a dit qu'il y avait un problème, qu'elle devait le gérer. Sa voix se tendit. La chose suivante que j'apprends, c'est que Madame Couturier est morte d'une surdose apparente. Et vous pensez que Rachel? Je sais qu'elle l'a fait. Rachel est arrivée à Lyon 3 jours plus tard avec 20 000 € de plus que ce qu'elle aurait dû avoir et une histoire sur la façon dont Madame Couturier était devenue méfiante, donc elle avait dû filer plus tôt. Mais quelque chose n'allait pas. Elle était nerveuse, buvait plus que d'habitude. Puis j'ai trouvé une bouteille des mêmes pilules sur ordonnance dans son sac que celle qui aurait tué Madame Couturier. Mons sang asiglaka. L'avez-vous confrontée?
J'ai fait l'erreur de poser trop de questions. Le lendemain matin, elle était partie, avec ma part de nos boulots précédents et mes papiers d'identité. Sans expression assombret. Elle m'a laissé avec rien d'autre que des soupçons et une note d'hôtel que je ne pouvais pas payer. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'argent qu'elle vous a pris, réalisai-je. Jason Croissant en regard. Non, Madame Dubois. Il. S'agit de justice pour Éléonore Couturier et de s'assurer que votre fils ne soit pas le prochain. J'ai dégluti difficilement. La gravité de notre situation devint soudain très réelle. Avez-vous des preuves concrètes qui tiendraient devant un tribunal? Pas assez pour une condamnation pour meurtre, mais assez pour déclencher une enquête sérieuse si les bonnes personnes voient ça. Il désigna le dossier que je tenais. C'est pourquoi j'ai tout documenté. Les pilules, l'argent inexpliqué de Rachel, ses précédentes escroqueries financières, les schémas. Si suffisamment de gens s'intéressent à elle, quelque chose finira par coller. J'ai hoché la tête, comprenant maintenant pourquoi Jason avait été si désireux d'aider avec mon plan. Ce n'était pas seulement de la vengeance pour lui. C'était de la rédemption. Il y a une dernière chose, dit Jason en fouillant dans sa poche. Il sortit un petit enregistreur numérique. Je l'ai enregistré en train de discuter de nos arnaques, y compris en mentionnant Madame Couturier. Ça date de 2 ans, mais c'est sa voix, ses mots, admettant au minimum une fraude financière. L'utiliserez-vous aujourd'hui? Si nécessaire, mais nous devons être prudents. Si on l'alerte trop tôt, elle pourrait s'enfuir. Nous devons la coincer complètement. J'ai vérifié ma montre. La cérémonie commence dans 1 heure. Repassons le plan une dernière fois. De retour dans ma voiture, j'ai examiné le dossier que Jason m'avait donné. Il contenait des copies de rapports de police, des coupures de journaux sur des décès suspects de personnes âgées avec des testaments soudainement modifiés, et des photos de Rachel avec différentes couleurs et coupes de cheveux, utilisant différents noms. Une photo a particulièrement attiré mon attention. Rachel, ou Bethany Williams, comme elle s'appelait alors, debout à côté d'un homme âgé à l'air fragile. La légende disait Harold Mercier, 79 ans, avec sa nouvelle fiancée Bethany, 28 ans, au Yacht Club d'Avignon, 3 semaines avant sa crise cardiaque fatale. 3 semaines avant sa crise cardiaque fatale et moins d'1 an avant le suicide d'Éléonore Couturier. Mon téléphone sonna, me surprenant. C'était Patricia. Je suis sur les lieux, dit-elle sans préambule. Vous devez savoir que Rachel agit étrangement. Elle est constamment sur son téléphone, l'air inquiète. Pensez-vous qu'elle se doute de quelque chose? Difficile à dire, mais elle est clairement sur les nerfs. Et il y a autre chose. Je l'ai entendue se disputer avec quelqu'un dans la suite nuptiale. Une voix d'homme que je n'ai pas reconnue. Mon estomac se noua. Un autre complice. Possiblement. Soyez prudente, Hélène. Cette femme est dangereuse et elle ne travaille peut-être pas seule. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto à Jason au sujet des observations de Patricia. Sa réponse fut immédiate. Changement de plan. Retrouvez-moi à l'entrée latérale de la chapelle dans 20 minutes. Je me suis rapproché du lieu et je me suis garé derrière une camionnette de traiteur. Le domaine de Belle-Rive bourdonnait maintenant d'activité. Des invités arrivant dans leurs plus beaux atours, le personnel se précipitant pour les préparatifs de dernière minute, et un quatuor à cordes s'installant près du jardin où la cérémonie aurait lieu. J'ai repéré Patricia près de l'entrée, vêtue d'une élégante robe bleue qui la faisait ressembler à une invitée comme les autres plutôt qu'à une détective privée. Elle m'a fait un signe de tête subtil alors que je passais, confirmant qu'elle était en position. Jason attendait à notre point de rendez-vous désigné. Son expression était tendue. Changement de plan, dit-il à voix basse. Rachel se doute de quelque chose. Elle a appelé tous les fournisseurs, essayant de régler la confusion des paiements. Comment saurait-elle que j'étais derrière tout ça? Elle ne le saurait pas avec certitude, mais elle est méfiante. Et la méfiance est dangereuse avec Rachel. Il me tendit une petite oreillette. Prenez ça. Patricia et moi en porterons une aussi. Nous devons nous coordonner une fois que les choses commenceront à bouger. J'ai glissé l'appareil dans mon oreille, m'émerveillant de son invisibilité. Quel est le nouveau plan? J'entrerai pendant la cérémonie comme nous l'avions discuté, mais vous restez cachés jusqu'à ce que je donne le signal. Si Rachel vous voit avant que nous soyons prêts, elle pourrait s'enfuir. Et l'autre homme que Patricia a entendu? L'expression de Jason assombret. Ça pourrait être son nouveau partenaire. Nous devons l'identifier et nous assurer qu'il n'interfère pas. J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade. Cela devenait de plus en plus compliqué. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Une dernière chose, dit Jason en fouillant dans sa poche. Il sortit une petite boîte en velours et me la tendit. À l'intérieur se trouvait une boucle d'oreille en perles, parfaitement assortie au collier de ma grand-mère que Rachel portait actuellement. Où avez-vous eu ça? Demandai-je, stupéfaite. Rachel a mis en gage une boucle d'oreille à Lyon avant que nous nous séparions. Elle a dit qu'elle l'avait trouvée dans une chambre d'hôtel. Sa bouche se tordit en un sourire sinistre.
Je l'ai retrouvé après sa disparition. Je pensais que ça pourrait être une preuve un jour. J'ai refermé mes doigts sur la boucle d'oreille, l'émotion me nouant la gorge. Merci. Assurez-vous juste que votre fils la voit. Une preuve physique est plus difficile à expliquer que des mots. Avec notre nouveau plan en place, je me suis déplacée vers ma position derrière un chêne massif avec une vue dégagée sur l'espace de la cérémonie dans le jardin. Grâce à mon oreillette, je pouvais entendre Patricia donner des mises à jour. Invités tous assis, mariés et témoins en position, la mariée est toujours dans la maison principale. J'ai regardé Henri prendre sa place à l'autel, beau dans son smoking, son expression un mélange de nervosité et de joie. Mon cœur s'est serré en le voyant là, si heureusement inconscient de ce qui allait se passer. Puis la voix de Patricia a crépité à nouveau dans mon oreille. Alerte. Homme inconnu, quarantaine, vient d'entrer par le côté haie, se dirigeant vers la zone de préparation de la mariée. Description, demanda sèchement Jason. Grand, dégarni, costume cher. Il porte quelque chose. On dirait une mallette. Ce n'est pas un invité de mariage, murmura Jason. C'est une réunion d'affaires. Un frisson me parcourut. Pouvait-il prévoir de partir après la cérémonie? Sauter complètement la réception? Possiblement. Rachel est effrayée par quelque chose. Jason fit une pause. Encore un changement de plan. Je vais intercepter cet homme mystère avant qu'il n'atteigne Rachel. Patricia, pouvez-vous retarder la cérémonie d'une manière ou d'une autre? J'y suis, répondit-elle. J'ai regardé Patricia trébucher apparemment près du quatuor à cordes, renversant un pupitre et créant une agitation mineure. Alors que les musiciens se dépêchaient de réorganiser leur partition, elle s'excusa abondamment, nous achetant ainsi de précieuses minutes. Dans mon oreillette, j'entendais la respiration de Jason alors qu'il se déplaçait rapidement. J'ai l'homme mystère en vue. Il est devant la suite nuptiale, il attend. Puis vint le son indubitable d'une porte qui s'ouvre et la voix de Rachel, tendue et en colère. Tu es en retard. Tu as apporté ce qu'il faut? Une voix masculine répondit, trop basse pour que je distingue les mots. Non, Claqua Rachel. Ce n'était pas notre accord. J'ai besoin des nouveaux documents aujourd'hui, après la cérémonie. Nous partons directement pour l'aéroport. Mon cœur battait à tout rompre. Elle prévoyait de s'enfuir aujourd'hui, avec mon fils. Madame Dubois. La voix de Jason était urgente. Dans mon oreille. Changement de plan. La cérémonie est notre seule chance. Rachel prévoit de partir avec votre fils immédiatement après. Elle a des billets d'avion réservés. Comment le sais-tu? L'homme mystère est un faussaire de documents. Haut de gamme. Il a livré de nouveaux passeports. Jamie Sunny's Mal. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Pas seulement une fraude financière, mais potentiellement l'enlèvement de mon fils vers un autre pays où elle pourrait vider ses comptes sans interférence. Jason, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. Faites ce qu'il faut. On arrête ça maintenant. À 13h45, les invités étaient assis dans le jardin. Le quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel, et il n'y avait aucun signe que les problèmes de paiement étaient résolus. La coordinatrice du mariage était visiblement stressée, chuchotant de manière urgente à des assistants qui allaient et venaient entre la maison principale et le jardin. Dans mon oreillette, j'entendais Patricia rapporter « Rachel est toujours dans la suite nuptiale. Le faussaire est parti, mais elle garde ses demoiselles d'honneur à l'extérieur. Elle est seule là-dedans. » Qu'est-ce qu'elle fait? Demandai-je. Je ne peux pas dire, mais elle passe des appels. Elle a l'air agitée. J'ai vérifié ma montre. La cérémonie aurait dû commencer, mais il y avait clairement un retard. À l'hôtel, Henri se déplaçait mal à l'aise, jetant un coup d'œil à sa montre. Puis la voix de Patricia à nouveau. Elle sort. La cérémonie commence. Le quatuor à cordes est passé à la marche nuptiale, et les demoiselles d'honneur ont commencé leur procession dans l'allée. À travers une trouée dans les arbres, je pouvais voir leur robe pastel se détacher sur le fond vert luxuriant des jardins du domaine. Et puis Rachel est apparue. Une vision en blanc. Mon souffle s'est coupé malgré tout. Elle était stupéfiante dans la robe de créateur à 12 000 €, les perles de ma grand-mère brillant à sa gorge. Son expression était radieuse, ne montrant aucun signe de l'attention que Patricia avait rapportée quelques minutes plus tôt. Alors qu'elle faisait son premier pas dans l'allée, la voix de Jason est parvenue à mon oreillette. Je suis en position. Attendas mon signal. J'ai regardé Rachel glisser vers Henri, qui la regardait avec un tel amour et une telle confiance que mon cœur s'est brisé à nouveau. Le prêtre a commencé la cérémonie, sa voix portant à travers le jardin alors qu'il accueillait les invités à cette joyeuse union. Lorsqu'il est arrivé à la partie, si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, mes doigts se sont resserrés autour de la boucle d'oreille en perles dans ma poche. Mais Jason avait été clair, ce moment était trop prévisible. Rachel y serait préparée. Au lieu de cela, nous avons attendu que les vœux commencent. Alors que Rachel commençait à promettre d'aimer,
d'honorer et de chérir Henri jusqu'à ce que la mort les sépare, Jason est sorti de derrière un pilier au fond de la zone des sièges. Rachel Leclerc. Sa voix a retenti, réduisant instantanément la cérémonie au silence. As-tu fait les... Mais qu'est-ce que tu fais ici? On t'a bien fait comprendre hier que tu n'étais plus invité. Les mots tranchèrent l'air de la réception de mariage comme du verre brisé, et toutes les têtes se tournèrent pour assister à mon humiliation publique. Je souris doucement à la mariée de mon fils, cette femme pour qui j'avais dépensé 43 000 € afin de la rendre heureuse. Je m'en vais, mais avant, laisse-moi te présenter mon invité spécial, un vieil ami à toi. Quand Eva vit qui se tenait derrière moi, son visage devint aussi blanc que sa robe hors de prix avant qu'elle ne s'effondre sur le sol en marbre italien. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez avec la ville depuis laquelle vous me lisez. Vous vous demandez probablement comment une grand-mère de 67 ans a fini par orchestrer le plus spectaculaire des crashs de mariage de l'histoire d'Aix-en-Provence. Eh bien, laissez-moi vous raconter. Tout a commencé il y a 6 mois, lorsque mon fils Henri a ramené à la maison la plus belle menteuse que j'ai jamais rencontrée. Mais je m'emballe. Je m'appelle Hélène Dubois, et jusqu'à la semaine dernière, je pensais organiser le mariage du siècle pour mon unique enfant chéri. J'avais vidé l'assurance vie de mon défunt mari, vendu des obligations et même contracté un prêt sur ma maison pour offrir à Henri et Eva le mariage de conte de fées dont elle prétendait rêver depuis son enfance. Le lieu, le prestigieux domaine de Belle-Rive avec ses jardins tentaculaires et son charme provençal. La robe, une création parisienne à 12 000 € qui a nécessité 3 retouches. Les fleurs, 2000 roses blanches venues d'Équateur. J'ai payé pour chaque pétale, car la famille d'Eva, m'avait-elle expliqué en larmes, l'avait renié pour avoir épousé quelqu'un d'un statut social inférieur. Mon cœur saignait pour cette pauvre jeune femme qui avait soi-disant tout abandonné par amour. Je lui ai même offert le collier de perles de ma grand-mère, un bijou de famille transmis depuis 4 générations. Oh, Madame Dubois, avait-elle murmuré, les yeux brillants de ce que je croyais être des larmes de gratitude. Vous êtes comme la mère que je n'ai jamais eue. Kelp Performance. Henri était complètement envoûté, et je comprenais pourquoi. Eva était magnifique, de cette manière naturelle que certaines femmes possèdent à la naissance, avec sa peau radieuse et ses yeux de biche qui pouvaient faire oublier leur propre nom aux hommes. Elle travaillait comme infirmière pédiatrique, faisait du bénévolat dans des refuges pour animaux et parlait de son désir d'enfant avec une telle aspiration sincère que je me suis surprise à rêver de petits-enfants. Mais quelque chose me chiffonnait, un murmure de doute que je n'arrivais pas à faire taire. C'était peut-être la façon dont ces histoires ne concordaient jamais tout à fait, ou le fait qu'elle avait grandi dans tant d'endroits différents qu'elle ne parvenait pas à garder ses souvenirs d'enfance cohérents. Ou peut-être était-ce sa manie de tout payer en espèces, prétendant être démodée en ce qui concerne les cartes de crédit. Pourtant, Henri était plus heureux que je ne l'avais vu depuis la mort de son père 3 ans plus tôt. Et cela me suffisait, jusqu'à la nuit où j'ai découvert la vérité qui allait tout changer. « Maman, que penses-tu de ces faire-part » demanda Henri, étalant 3 cartons de couleur crème presque identiques sur la table de ma cuisine. « Ils me semblent tous pareils, mon chéri, avouai-je en plissant les yeux à travers mes lunettes de lecture. Eva dit que celui-ci a un papier de qualité supérieure, dit-il en montrant l'échantillon du milieu. C'est 3 € de plus par invitation, mais elle dit que les gens voient la différence. J'ai hoché la tête, faisant un calcul mental rapide. Avec 300 invités, cela représentait 900 € supplémentaires pour du papier qui finirait à la poubelle. Tout ce qui fait plaisir à Eva, dis-je, car c'était devenu notre devise familiale ces derniers mois. Ce soir-là, Eva est venue discuter du menu du traiteur. Elle avait rejeté les 3 premières entreprises que j'avais suggérées, pour finalement se décider pour un chef aixois qui était apparu dans une de ses émissions de concours culinaire. « Hélène, je sais que c'est un peu au-dessus du budget, » dit-elle en feuilletant le devis qui dépassait en fait de 8 000 € le budget prévu. « Mais c'est une expérience unique dans une vie. » Bien sûr, approuvai-je, calculant déjà mentalement lequel de mes investissements restants je pourrais liquider. « Vous êtes la meilleure » cria-t-elle en m'étreignant. Je n'arrête pas de dire à Henri à quel point il a de la chance d'avoir une mère aussi généreuse. Quelque chose dans son ton me fit marquer une pause. Ce n'était pas tout à fait de la gratitude. C'était plus proche de la satisfaction, comme si elle avait marqué un autre point dans un jeu dont j'ignorais les règles. Au fil des mois, mes économies pour la retraite diminuaient tandis que les dépenses du mariage montaient en flèche. Le lieu seul coûtait 15 000 €, sans compter les frais supplémentaires pour le « forfait coucher de soleil » sur lequel Eva avait insisté. Puis vinrent les fleurs, l'orchestre, le photographe qui avait travaillé pour Vogue Paris, et les marque-places calligraphiées à la main. Chaque fois que j'exprimais mon inquiétude face au coût croissant, Eva se mettait à pleurer, parlant à voix basse de la façon dont sa famille l'avait toujours fait se sentir indigne, comment ce mariage était sa chance de se sentir enfin valorisé. Et Henri, voyant sa détresse, me lançait ce regard, celui qui disait « S'il te plaît, maman, ne gâche pas ça pour nous. » Alors, je souriais et signais un autre chèque, regardant ma sécurité future s'évanouir pour une seule journée de célébration.
3 semaines avant le mariage, j'ai invité Eva à déjeuner, juste nous deux. Je voulais lui donner le collier de perles de ma grand-mère, celui que ma mère avait porté le jour de son mariage, et que j'avais porté au mien. Ces perles sont dans notre famille depuis 4 générations, expliquai-je en ouvrant le coffret en velours bleu pour révéler le brin lustré. Je serais honorée si tu les portais comme ton quelque chose d'emprunté. Oh, Hélène, souffla Eva, soulevant le collier avec des doigts précautionneux. Elles sont exquises. Elles sont juste en prêt, lui rappelai-je avec un doux sourire. Un jour, elles appartiendront à la fille d'Henri. Une étrange expression traversa son visage, quelque chose de calculateur qui disparut si vite que je crus l'avoir imaginé. Bien sûr, dit-elle en attachant les perles autour de son cou. Je les chérirai lors de notre journée spéciale. Alors qu'elle admirait son reflet dans le mur en miroir du restaurant, je remarquai qu'elle n'osait pas tout à fait croiser mon regard. C'était un mardi soir et je m'étais arrêtée à l'appartement d'Henri et Eva pour déposer les dragées que j'avais passé le week-end à assembler, 300 petits pots de miel local avec des étiquettes personnalisées. Henri m'avait envoyé un texto pour me dire qu'il dînait dehors avec des amis, mais que la porte ne serait pas verrouillée et que je devais laisser la boîte dans le couloir. J'allais le faire quand je me suis rendu compte que j'avais oublié d'inclure les petits mots de remerciement qu'Eva avait spécifiquement demandés. Plutôt que de faire un autre voyage, j'ai décidé d'entrer et de tout assembler dans leur salle à manger. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit lointain d'eau qui coule. Peut-être avait-il laissé un robinet ouvert. J'ai posé la boîte et j'allais partir quand j'ai entendu la voix d'Eva venant de la chambre. Jason, je t'ai dit de ne pas m'appeler sur ce numéro, siffla-t-elle, sa voix basse et urgente. Quelque chose dans son ton me figea dans le couloir au lieu d'annoncer mon arrivée. Non, le mariage est toujours prévu, continua-t-elle. Oui, j'aurai accès à ses comptes après notre mariage. Qu'est-ce que tu veux dire par tu veux une plus grosse part? On s'était mis d'accord sur 30%. Mon sang asiglaka. Je me suis plaquée contre le mur, reconnaissante pour les vieux parquets d'Henri qui me permettaient d'entendre chaque mot accablant. Écoute, la vieille m'a déjà donné plus de 40 000 € et elle nous donnera probablement plus d'argent pour l'acompte de la maison après le mariage. Ce pigeon vaut moins 200 000 €, peut-être plus. Une pause. Non, il ne se doute de rien. Il est complètement accro. Un pigeon. Mon fils était un pigeon. J'en avais assez entendu. Je reculai à pas de l'ouvert la porte d'entrée, mes mains tremblant si violemment que je faillis laisser tomber la boîte de dragées. Je réussis à sortir sans bruit. Mais une fois dans ma voiture, j'ai dû m'arrêter 3 rues plus loin parce que j'étais en hyperventilation. Tout prenait un sens horrible maintenant. Les paiements en espèces, les histoires incohérentes, la façon dont elle avait isolé Henri de ses amis avec des commentaires subtils sur le fait qu'il ne comprenait pas la relation. Elle l'avait même convaincu d'ajouter son nom à son compte courant pour plus de commodité et lui avait suggéré de mettre à niveau son assurance vie puisqu'ils construisaient un avenir ensemble. Je suis restée dans ma voiture pendant 1 heure, pleurant des larmes de colère et me sentant la plus grande idiote du monde. Puis quelque chose a changé en moi, quelque chose de dur et de déterminé que je n'avais pas ressenti depuis que je me battais pour la vie de mon mari pendant son cancer. Si Eva Lambert pensait qu'elle pouvait détruire mon fils et voler notre argent, elle s'était trompée de famille. Mais j'avais besoin de preuves réelles et indéniables qui ouvriraient les yeux d'Henri et exposeraient Eva pour ce qu'elle était vraiment. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. J'ai cherché sur Google « Détective privé Aix-en-Provence ». J'ai rencontré Patricia Allaire dans un petit café du centre-ville. Patricia était une ancienne enquêtrice de la gendarmerie qui s'était mise à son compte après sa retraite, spécialisée dans les affaires de fraude. Elle avait probablement 10 ans de moins que moi, mais elle avait ce genre de comportement pragmatique qui m'a immédiatement mise à l'aise. « Madame Dubois », dit-elle après que j'eus expliqué la situation, « ce que vous décrivez ressemble à une arnaque sentimentale classique avec une tournure de mariage. Ces gens sont des professionnels. Ils étudient leur cible, apprennent ce qu'elles veulent entendre et deviennent exactement cette personne. » Je fis glisser un chèque sur la table. Combien de temps cela prendra-t-il? Patricia sourit sombrement. Pour quelqu'un d'assez stupide pour utiliser sa vraie voix au téléphone, pas très longtemps. Mais je me trompais. L'enquête s'est avérée bien plus difficile que nous ne l'avions prévu. Eva était prudente. Elle avait un numéro de sécurité sociale, des fiches de paie et même un profil LinkedIn qui semblait légitime à première vue. Elle est douée, a admis Patricia lors de notre 3e rencontre. La plupart des escrocs laissent des traces faciles, mais elle a bien brouillé les pistes. Donc, nous n'avons rien? Demandai-je, le cœur serré. Je n'ai pas dit ça, répondit Patricia en faisant glisser un dossier sur la table. J'ai trouvé des incohérences dans son passé. Sa présence sur les réseaux sociaux ne remonte qu'à 3 ans. Avant cela, il n'y a pratiquement rien, et son diplôme d'infirmière n'a été délivré qu'il y a 30 mois, bien qu'elle prétende exercer. Depuis 8 ans. Ce n'est pas assez pour convaincre Henri, dis-je en parcourant la documentation clairsemée. Non, mais c'est un début.
J'ai contacté d'anciens collègues de la police judiciaire spécialisés dans l'usurpation d'identité. Ils passent ces empreintes dans leur base de données. Vous avez ces empreintes digitales? Demandai-je, surprise. Patricia sourit. J'ai un ami qui travaille au café près de l'appartement de votre fils. Eva y va tous les matins pour un café au lait. Même tasse, mêmes empreintes. Une semaine plus tard, Patricia a appelé avec des résultats qui dépassaient mes pires craintes. Hélène, vous allez vouloir vous asseoir pour ça, dit-elle, sa voix sombre au téléphone. Eva Lambert n'existe pas. La femme que votre fils s'apprête à épouser est en réalité Rachel Leclerc, et elle a un sacré passé. J'étais dans ma cuisine en train de préparer du thé quand elle a appelé, et j'ai dû m'agripper au comptoir pour ne pas m'effondrer. Dites-moi tout. Rachel Leclerc, 29 ans, originaire de Lille. Elle a été arrêtée 3 fois au cours des 5 dernières années pour escroquerie, bien qu'elle n'ait été condamnée qu'une seule fois. Elle travaille avec des partenaires, généralement des hommes qui l'aident à rechercher des cibles et se font parfois passer pour des membres de sa famille pour ajouter de la crédibilité à ses histoires. Ma bouilloire sifflait, mais je ne pouvais pas bouger pour l'éteindre. L'homme au téléphone, Jason David, son complice le plus fréquent. Ils étaient en couple jusqu'à il y a environ 2 ans, quand elle l'a apparemment escroqué de 20 000 € et a disparu. Il essaie de la retrouver depuis. Finalement, j'ai réussi à éteindre le feu, mes mains bougeant en pilote automatique tandis que mon esprit tournait à plein régime. Comment avez-vous trouvé tout ça? Le miracle de la reconnaissance faciale et un peu de travail de détective à l'ancienne. Rachel utilise l'identité d'Eva Lambert depuis 8 mois, avec un faux numéro de sécurité sociale et un faux historique d'emploi. Le poste d'infirmière pédiatrique. Elle fait du bénévolat occasionnellement dans un dispensaire, juste assez pour rendre l'histoire crédible si quelqu'un vérifie. Je me suis laissé tomber sur ma chaise de cuisine. Patricia, j'ai besoin que vous trouviez ce Jason David. Il y eut une pause. Hélène, à quoi pensez-vous? Je pense qu'un homme qui traque Rachel depuis 2 ans pourrait être très intéressé par l'idée d'assister à son mariage. La voix de Patricia portait une note d'admiration. Vous voulez l'amener à la cérémonie? Je veux donner à Eva exactement ce qu'elle mérite. Ma voix était plus stable que je ne me sentais. Pouvez-vous le trouver? Déjà fait. Il vit à Lyon maintenant, il travaille dans le bâtiment. Je peux vous donner ses coordonnées dans l'heure. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans ma cuisine silencieuse pendant un long moment. Une partie de moi voulait foncer chez Henri et lui déballer tout ce que Patricia avait découvert. Mais je connaissais mon fils. Il était têtu comme son père. Et Rachel l'avait travaillé pendant des mois. Elle l'aurait probablement convaincu que toute critique n'était que de la jalousie ou une tentative de contrôler sa vie. Non, j'avais besoin de quelque chose de plus dramatique, quelque chose qui l'exposerait si complètement qu'il n'y aurait plus de place pour le déni ou la manipulation. Le mariage était dans 10 jours, et j'allais m'assurer qu'il serait inoubliable. Cet après-midi-là, j'ai appelé Jason David. Jason David à l'appareil. Sa voix était prudente, professionnelle. Je l'avais attrapé pendant sa pause déjeuner sur un chantier à Lyon. Monsieur David, je m'appelle Helene Dubois. Je crois que vous connaissez la fiancée de mon fils, bien que vous l'ayez connue sous le nom de Rachel Leclerc, et non d'Eva Lambert. Le silence s'étira si longtemps que je crus que l'appel avait été coupé. Puis, où est-elle? Elle est sur le point d'épouser mon fils à Valombre dans 9 jours. Elle nous a déjà volé plus de 40 000 €, et elle ne fait que commencer. Je gardai une voix stable, professionnelle. Je pense que nous pouvons nous entraider. Un autre silence. Madame, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais... Elle a dit à son partenaire, Jason, que le pigeon valait au moins 200 000 €. Elle prévoit d'accéder au compte bancaire de mon fils après le mariage et de disparaître probablement dans les 6 mois. Je laissai cela infuser. Ça vous rappelle quelque chose? Sa respiration se coupa. Vous l'avez entendu parler à Jason. C'est moi. Nous avions un arrangement commercial jusqu'à ce qu'elle me trahisse. Alors vous comprenez ma position. Madame Dubois, que proposez-vous exactement? J'y avais réfléchi pendant des heures, retournant le plan dans ma tête comme une pièce de puzzle jusqu'à ce qu'il s'emboîte parfaitement. Elle se marie à l'église avec 300 invités, un événement très public, très prestigieux. Et si son passé franchissait les portes de cette église en plein milieu de son moment de triomphe? Vous voulez que je fasse irruption au mariage? Il y avait comme de l'admiration dans sa voix. Je veux que vous l'exposiez pour ce qu'elle est devant tous ceux à qui elle a menti, devant mon fils qui mérite de connaître la vérité avant qu'elle ne détruise sa vie. Jason resta silencieux pendant plusieurs minutes. Quand il reprit la parole, sa voix était différente, plus dure. Elle m'a pris 20 000 € et a disparu au milieu de la nuit. Elle m'a laissé avec la note de l'hôtel et la voiture de location. Je la cherche depuis 2 ans. Alors c'est votre chance. Qu'est-ce que j'y gagne, à part sauver votre fils? Je souris, bien qu'il ne pût pas le voir. La justice, Monsieur David. Tout simplement, la justice.
Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, peaufinant les détails. Jason descendrait en voiture le matin du mariage et attendrait mon signal. J'avais déjà été désinvitée, Rachel ayant convaincu Henry que sa mère essayait de saboter leur bonheur. Mais j'avais des moyens d'entrer au domaine de Belle-Rive qui n'impliquaient pas la porte d'entrée. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit Jason juste avant que nous raccrochions. Rachel n'en a pas seulement après l'argent. Elle est dangereuse. Que voulez-vous dire? Sa voix baissa. Sa dernière cible avant moi était une veuve âgée à Avignon. La femme a tout perdu, ses économies, sa maison, même ses pensions de la sécurité sociale. Quand elle a compris ce qui se passait, elle a confronté Rachel. Une peur glaciale s'installa dans mon estomac. Qu'est-il arrivé? La cause officielle du décès était le suicide. Des pilules. Mais je connaissais cette femme. C'était une battante. Croyante. Jamais elle ne se serait suicidée. Vous voulez dire que Rachel? Je dis de faire attention, Madame Dubois. Et peut-être de me laisser gérer la confrontation. Après avoir raccroché, je réalisai que je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. La fureur impuissante avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus satisfaisant. Un but. Patricia arriva chez moi 1 heure plus tard avec un dossier épais. Tout ce que j'ai pu trouver sur Rachel Leclerc, dit-elle en le posant sur ma table basse. Rapport de police, photo d'identité judiciaire, complice connu et son mode opératoire. J'ouvris le dossier pour trouver une photo d'identité judiciaire de Rachel, les cheveux plus courts, l'expression plus dure. Mais c'était sans équivoque la femme qui allait épouser mon fils. Elle fait ça depuis au moins 7 ans, expliqua Patricia en étalant des documents sur la table. Elle cible toujours des hommes célibataires avec des biens ou des femmes plus âgées avec des économies. Elle crée une identité sur mesure pour correspondre à ce qu'ils recherchent, s'insinue dans leur vie, puis les dépouille. Et dans le cas d'Avillon? Demandai-je, en pensant à ce que Jason m'avait dit. L'expression de Patricia Assombret. Éléonore Couturier, 72 ans. Rachel s'est fait passer pour une aide à domicile, a gagné sa confiance, s'est fait ajouter au compte de la femme. Quand Madame Couturier a réalisé ce qui se passait et a menacé d'aller à la police, elle a été retrouvée morte le lendemain. Officiellement, un suicide. Mais le détective qui a traité l'affaire avait des doutes. Le flacon de pilule prétendument utilisé ne portait que les empreintes de Rachel, pas celles de la victime, et Madame Couturier venait de prendre rendez-vous avec son avocat pour le lendemain matin. Je frissonnais malgré l'air doux du printemps qui entrait par mes fenêtres ouvertes. L'enquête n'a rien pu prouver, cependant. Rachel avait un alibi. Elle était dans un restaurant avec des amis quand Madame Couturier aurait pris les pilules. Des amis qui sont en fait des complices, j'imagine. Patricia Hokalotat. Très probablement. Écoutez, Hélène, cette femme est plus dangereuse que nous le pensions. Peut-être devrions-nous porter ces informations directement à la police. Je secouai la tête. Sans preuve tangible la reliant à la mort de Madame Couturier, ils ne feront rien avant qu'elle n'ait dépouillé Henri de tout ce qu'il possède. Non, nous devons arrêter ce mariage et l'exposer publiquement. Rendre impossible pour elle de simplement disparaître et de recommencer avec une nouvelle identité. Patricia parut sceptique, mais ne discuta pas. Soyez juste prudente et ne rencontrez peut-être pas Jason David seul. Je ne le ferai pas, promis-je, bien que j'ai déjà décidé de faire exactement cela. Moins il y aurait de personnes impliquées, moins il y aurait de chances que Rachel se doute de notre plan. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs. J'ai annulé mon rendez-vous chez le coiffeur et les retouches de ma robe. Si j'étais désinvitée du mariage de mon fils, je n'allais certainement pas me mettre sur mon 31 pour l'occasion. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur d'autres détails, comme m'assurer que le mariage aurait des complications très coûteuses. 3 jours avant le mariage, j'ai passé une série d'appels téléphoniques qui auraient rendu fier un raideur d'entreprise. Le premier était à la coordinatrice d'événements du domaine de Belle-Rive. Madame Sullivan, ici Hélène Dubois, mère du marié pour le mariage Dubois-Lambert de samedi. Oh, Madame Dubois, quel plaisir de vous entendre. J'espère que vous êtes excitée pour le grand jour. Si seulement elle savait. En fait, je vous appelle car il y a eu un changement dans les modalités de paiement. La famille de la mariée a décidé de couvrir le solde final après tout. Je fis une pause, laissant ma voix se remplir de ce genre de plaisir de grand-mère que les coordinateurs d'événements adorent. C'est si merveilleux quand les familles se réunissent. Ne trouvez-vous pas? C'est absolument charmant. Dois-je attendre un paiement directement de leur part? Oh, oui. Ils s'occuperont de tout à partir de maintenant. En fait, vous devriez probablement suspendre tout paiement de mon compte jusqu'à ce que vous ayez des nouvelles directement de la famille Lambert. Je lui ai donné le faux numéro de téléphone que Patricia avait confirmé que Rachel utilisait pour les fournisseurs du mariage. Ils sont très pointilleux sur la gestion de leurs propres finances. Le deuxième appel fut pour le fleuriste, le troisième pour le traiteur, le quatrième pour le photographe. Chaque conversation était similaire.
La famille de la mariée prenait en charge les paiements finaux, si heureuse de se réconcilier avec leur fille, si excitée de contribuer à cette journée spéciale. Bien sûr, la famille Lambert n'existait pas, et Rachel n'aurait aucune idée que les fournisseurs essayaient de la joindre sur un numéro auquel elle ne répondait jamais. Le samedi matin, le domaine de Belle-Rive serait confronté à un problème très coûteux sans solution immédiate. Mais mon chef-d'œuvre fut l'appel que je passai à Henri. « Maman. » Il avait l'air fatigué, stressé. « Je ne peux vraiment pas parler maintenant. Eva a été contrariée que tu ne sois pas au dîner de répétition. » Henri, mon chéri, je comprends parfaitement les sentiments d'Eva. Ma voix dégoulinait de cette compréhension maternelle qui avait apaisé ses genoux écorchés et ses cœurs brisés pendant 32 ans. En fait, j'ai réfléchi, et je réalise que j'ai peut-être été un peu envahissante avec les préparatifs du mariage. Silence. Puis, vraiment. C'est le jour d'Eva, et si elle sent que ma présence serait stressante, alors bien sûr, je devrais respecter cela. Je fis une pause pour les faits. Je t'aime trop pour faire quoi que ce soit qui pourrait gâcher ton bonheur. Maman. Sa voix se brisa légèrement. Tu es sûr? Eva pourrait changer d'avis si tu lui parles. Oh, chérie, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu sais quoi? Je vais faire un petit voyage ce week-end, peut-être aller jusqu'à Avignon, faire des antiquités, vous laisser un peu d'espace pour profiter de votre journée spéciale sans drame familial. Le soulagement dans sa voix était douloureux à entendre. C'est vraiment attentionné de ta part, maman. Je veux juste que tu sois heureux, mon chéri. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Après avoir raccroché, je suis restée à regarder mon téléphone pendant un long moment. La conversation avait été nécessaire, mais elle faisait mal d'une manière que je n'avais pas prévue. Henri croyait sincèrement que j'étais le problème, que mes inquiétudes concernant Eva venaient de l'égoïsme ou de la jalousie plutôt que de l'instinct maternel. Eh bien, d'ici dimanche matin, il comprendrait tout. Vendredi soir, Rachel m'a appelée elle-même. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emportée. Madame Dubois, c'est Eva. Sa voix était douce comme du sucre avec juste une pointe de vulnérabilité. Je voulais vous remercier d'être si compréhensive pour demain. Pas du tout, ma chère. Je comprends parfaitement. J'ai parfaitement imité son ton. Une mariée doit se sentir complètement à l'aise le jour de son mariage. C'est si aimable de votre part. Henri m'a dit que vous alliez à Avignon pour le week-end. Elle cherchait des informations. Classique. C'est le plan. Une petite escapade de la mère du marié pendant que vous deux commencez votre lune de miel. Eh bien, j'espère que vous passerez un merveilleux moment. Et Madame Dubois, après qu'Henri et moi nous soyons installés, peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble. J'aimerais vraiment que nous soyons amis. L'audace était à couper le souffle. Cela semble charmant, Eva. Je suis sûre que nous aurons beaucoup de choses à nous dire. Après avoir mis fin à l'appel, je me suis versé un généreux verre de vin et j'ai trinqué à mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. À la famille et aux amis, Hélène, dis-je à voix haute. Puisse-t-il recevoir exactement ce qu'il mérite? Le samedi matin arriva gris et bruineux, le genre de temps que les photographes de mariage appellent romantique et que les mariés appellent désastreux. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, trop excitée pour dormir, et j'ai passé la matinée à me préparer pour ce qui serait soit le jour le plus brillant, soit le plus catastrophique de ma vie. À 9 heures, Jason David a appelé d'une station-service à 20 minutes de Valombre. Je suis là, Madame Dubois. Vous êtes sûre de vouloir faire ça? Je me suis regardée dans le miroir du couloir, vêtue d'une simple robe noire avec mes cheveux parfaitement coiffés. Autour de mon cou brillait un autre collier de perles, pas aussi précieux que les bijoux de famille que j'avais donnés à Rachel, mais élégant néanmoins. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Et si votre fils ne vous pardonne pas? C'était une question que j'évitais depuis des jours. Alors je l'aurais sauvé d'une femme qui l'aurait détruit financièrement et émotionnellement. Parfois, aimer signifie être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il soit prêt à voir la vérité. Merde, vous êtes plus dur que vous en avez l'air. J'ai presque souri. À Monsieur David, j'ai élevé un fils, enterré un mari et survécu à 67 ans dans le sud de la France. Je suis plus dur que j'en ai l'air, aussi. Le mariage était prévu pour 14 heures, avec la réception immédiatement après dans la grande salle de bal du domaine. J'avais tout chronométré parfaitement. Jason arriverait sur les lieux à 13h30 et attendrait dans sa voiture jusqu'à ce que je lui envoie un texto. J'entrerais par l'entrée du jardin, un chemin que je connaissais bien pour mes multiples visites des lieux, et je me positionnerais là où je pourrais observer la cérémonie se dérouler. À 11 heures, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord le fleuriste, puis le traiteur, puis la coordinatrice du domaine. Tous paniqués, tous essayant de joindre quelqu'un de la famille Lambert au sujet de soldes impayés qui devaient être réglés immédiatement. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. À midi, Henri a appelé. Maman, il se passe quelque chose de bizarre.
Tous les fournisseurs du mariage appellent Eva au sujet des paiements, mais elle dit qu'elle ne leur a jamais dit que sa famille s'occupait de quoi que ce soit. Tu sais ce qui se passe? Oh mon Dieu, ça a l'air compliqué. Qu'a dit Eva? Elle est assez contrariée. Elle pense que quelqu'un essaie de saboter le mariage. Il y eut une pause. Maman, tu n'as pas. Je veux dire, tu ne ferais pas ça. Henri Dubois, es-tu en train de suggérer que ta mère saboterait ton mariage? J'ai injecté juste la bonne quantité de douleur dans ma voix. Après tout ce que j'ai fait pour aider à rendre ce jour parfait. Non, non, je suis désolée. C'est juste qu'Eva est vraiment stressée. Et quand les gens sont stressés, ils cherchent parfois quelqu'un à blâmer, ai-je terminé doucement. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Je suis sûre que c'est juste une confusion de fournisseurs. Ces choses arrivent. L'important, c'est que tu épouses la femme que tu aimes aujourd'hui. Si seulement il savait à quel point cette déclaration était sur le point de devenir vraie. Après avoir raccroché, j'ai vérifié ma montre. 13 heures. Il était temps de me mettre en position pour le spectacle d'une vie. J'ai attrapé mon sac à main, pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers ma voiture. Le trajet jusqu'au domaine de Belle-Rive a duré 15 minutes à travers le quartier historique d'Aix-en-Provence. La mousse espagnole drapait les chênes centenaires comme des voiles de mariée. Et malgré tout, j'ai ressenti une pointe de tristesse que ce magnifique lieu soit à jamais associé à la tromperie plutôt qu'à la célébration. Mais Rachel Leclerc avait fait ses choix. Et maintenant, elle était sur le point d'en affronter les conséquences. Je me suis garé à 2 rues du domaine de Belle-Rive et j'ai marché jusqu'à l'entrée de service, celle près de la cuisine du traiteur que j'avais repérée lors de mes visites des lieux. Le personnel était trop occupé à gérer les crises de paiement pour prêter attention à une femme de plus en robe noire. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jason. En position. Parking arrière. Utilitaire bleu. J'ai fait le tour du périmètre du domaine, en restant dans l'ombre des chênes imposants. Quand j'ai atteint le parking des employés, j'ai repéré Jason immédiatement. Il était appuyé contre un vieux Renault Kangoo, vêtu d'un costume gris anthracite qui semblait neuf. En personne, Jason David n'était pas ce à quoi je m'attendais. D'après nos conversations téléphoniques, j'avais imaginé quelqu'un de plus rude, de plus ouvertement dangereux. Au lieu de cela, je me suis retrouvé face à un homme à l'allure soignée, dans la trentaine, avec des yeux intelligents et un air prudent. Madame Dubois, I'll tend it la main. Ravi de vous rencontrer enfin. Sa poignée de main était ferme, confiante. Merci d'être venu, monsieur David. Jason, s'il vous plaît. Il jeta un coup d'œil vers le bâtiment principal où le personnel s'agitait dans la panique pré-mariage. On dirait que votre plan de paiement fonctionne. C'est le chaos ici. Ce n'est que l'apéritif, répondis-je. Le plat principal est encore à venir. Jason fouilla dans sa veste et sortit un dossier mince. Tout ce que vous devez savoir sur Rachel Leclerc, ses antécédents, ses méthodes, ses victimes. Il hésita. Et les preuves que j'ai collectées sur l'affaire Couturier. Je pris le dossier, mes doigts tremblant légèrement. Vous croyez vraiment qu'elle est responsable de la mort de cette femme? Son expression se durcit. Je sais qu'elle l'est. Rachel ne laisse pas de témoins, surtout ceux qui pourraient l'envoyer en prison. Mais le prouver? Il secoua la tête. C'est pour ça que je la traque depuis 2 ans. Dites-moi plus sur elle, dis-je, ayant besoin de comprendre exactement à qui nous avions affaire. Jason s'adossa à son utilitaire. Rachel a grandi dans le système, foyer d'accueil, centre pour mineurs, tout le tralala. Elle a eu une enfance difficile, ce qui pourrait expliquer certaines choses, mais ne les excuse pas. Elle a appris très tôt à lire les gens, à devenir ce dont ils avaient besoin. Comment l'avez-vous rencontrée? Une ombre traversa son visage. J'étais son partenaire, pas sa cible. Nous travaillons ensemble sur de plus petites arnaques, des fraudes à la carte de crédit, des fraudes à l'assurance, rien de violent. Il détourna le regard. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à Avignon. Que s'est-il passé? Rachel a rencontré Madame Couturier lors d'une collecte de fonds pour une église. Une vieille dame charmante, veuve depuis peu, avec beaucoup d'argent. Rachel a vu une opportunité et s'est immiscée en tant qu'aide à domicile. Je jouais le neveu inquiet, lui rendant visite de temps en temps. Il se passa une main sur le visage. C'était censé être une simple arnaque financière. Se faire ajouter au compte, détourner des fonds progressivement, disparaître quand ça devenait risqué. Mais ça a mal tourné, les jeux encouragés quand ils se tuent. Madame Couturier était plus perspicace que nous ne l'avions prévu. Elle a remarqué des anomalies sur ses relevés bancaires, a confronté Rachel. Je n'étais pas là. J'installais notre prochain coup à Lyon. Rachel m'a appelé, a dit qu'il y avait un problème, qu'elle devait le gérer. Sa voix se tendit. La chose suivante que j'apprends, c'est que Madame Couturier est morte d'une surdose apparente. Et vous pensez que Rachel? Je sais qu'elle l'a fait.
Rachel est arrivée à Lyon 3 jours plus tard avec 20 000 € de plus que ce qu'elle aurait dû avoir et une histoire sur la façon dont Madame Couturier était devenue méfiante, donc elle avait dû filer plus tôt. Mais quelque chose n'allait pas. Elle était nerveuse, buvait plus que d'habitude. Puis j'ai trouvé une bouteille des mêmes pilules sur ordonnance dans son sac que celle qui aurait tué Madame Couturier. Mons sang asiglaka. L'avez-vous confrontée? J'ai fait l'erreur de poser trop de questions. Le lendemain matin, elle était partie, avec ma part de nos boulots précédents et mes papiers d'identité. Son expression assombret. Elle m'a laissé avec rien d'autre que des soupçons et une note d'hôtel que je ne pouvais pas payer. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'argent qu'elle vous a pris, réalisez-je. Jason Croissant en regard. Non. Madame Dubois. Il. S'agit de justice pour Éléonore Couturier et de s'assurer que votre fils ne soit pas le prochain. J'ai dégluti difficilement. La gravité de notre situation devint soudain très réelle. Avez-vous des preuves concrètes qui tiendraient devant un tribunal? Pas assez pour une condamnation pour meurtre, mais assez pour déclencher une enquête sérieuse si les bonnes personnes voient ça. Il désigna le dossier que je tenais. C'est pourquoi j'ai tout documenté. Les pilules, l'argent inexpliqué de Rachel, ses précédentes escroqueries financières, les schémas. Si suffisamment de gens s'intéressent à elle, quelque chose finira par coller. J'ai hoché la tête, comprenant maintenant pourquoi Jason avait été si désireux d'aider avec mon plan. Ce n'était pas seulement de la vengeance pour lui. C'était de la rédemption. Il y a une dernière chose, dit Jason en fouillant dans sa poche. Il sortit un petit enregistreur numérique. Je l'ai enregistré en train de discuter de nos arnaques, y compris en mentionnant Madame Couturier. Ça date de 2 ans, mais c'est sa voix, ses mots, admettant au minimum une fraude financière. L'utiliserez-vous aujourd'hui? Si nécessaire, mais nous devons être prudents. Si on l'alerte trop tôt, elle pourrait s'enfuir. Nous devons la coincer complètement. J'ai vérifié ma montre. La cérémonie commence dans 1 heure. Repassons le plan une dernière fois. De retour dans ma voiture, j'ai examiné le dossier que Jason m'avait donné. Il contenait des copies de rapports de police, des coupures de journaux sur des décès suspects de personnes âgées avec des testaments soudainement modifiés, et des photos de Rachel avec différentes couleurs et coupes de cheveux, utilisant différents noms. Une photo a particulièrement attiré mon attention. Rachel, ou Bethany Williams, comme elle s'appelait alors, debout à côté d'un homme âgé à l'air fragile. La légende disait « Harold Mercier, 79 ans, avec sa nouvelle fiancée Bethany, 28 ans, au Yacht Club d'Avignon, 3 semaines avant sa crise cardiaque fatale. » 3 semaines avant sa crise cardiaque fatale et moins d'1 an avant le suicide d'Éléonore Couturier. Mon téléphone sonna, me surprenant. C'était Patricia. « Je suis sur les lieux », dit-elle sans préambule. Vous devez savoir que Rachel agit étrangement. Elle est constamment sur son téléphone, l'air inquiète. Pensez-vous qu'elle se doute de quelque chose? Difficile à dire, mais elle est clairement sur les nerfs. Et il y a autre chose. Je l'ai entendue se disputer avec quelqu'un dans la suite nuptiale. Une voix d'homme que je n'ai pas reconnue. Mon estomac se noua. Un autre complice. Possiblement. Soyez prudente, Hélène. Cette femme est dangereuse et elle ne travaille peut-être pas seule. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un texto à Jason au sujet des observations de Patricia. Sa réponse fut immédiate. Changement de plan. Retrouvez-moi à l'entrée latérale de la chapelle dans 20 minutes. Je me suis rapproché du lieu et je me suis garé derrière une camionnette de traiteur. Le domaine de Belle-Rive bourdonnait maintenant d'activité. Des invités arrivant dans leurs plus beaux atours, le personnel se précipitant pour les préparatifs de dernière minute, et un quatuor à cordes s'installant près du jardin où la cérémonie aurait lieu. J'ai repéré Patricia près de l'entrée, vêtue d'une élégante robe bleue qui la faisait ressembler à une invitée comme les autres plutôt qu'à une détective privée. Elle m'a fait un signe de tête subtil alors que je passais, confirmant qu'elle était en position. Jason attendait à notre point de rendez-vous désigné. Son expression était tendue. Changement de plan, dit-il à voix basse. Rachel se doute de quelque chose. Elle a appelé tous les fournisseurs, essayant de régler la confusion des paiements. Comment saurait-elle que j'étais derrière tout ça? Elle ne le saurait pas avec certitude, mais elle est méfiante. Et la méfiance est dangereuse avec Rachel. Il me tendit une petite oreillette. Prenez ça. Patricia et moi en porterons une aussi. Nous devons nous coordonner une fois que les choses commenceront à bouger. J'ai glissé l'appareil dans mon oreille, m'émerveillant de son invisibilité. Quel est le nouveau plan? J'entrerai pendant la cérémonie comme nous l'avions discuté, mais vous restez cachés jusqu'à ce que je donne le signal. Si Rachel vous voit avant que nous soyons prêts, elle pourrait s'enfuir. Et l'autre homme que Patricia a entendu? L'expression de Jason assombret. Ça pourrait être son nouveau partenaire. Nous devons l'identifier et nous assurer qu'il n'interfère pas. J'ai hoché la tête, mon cœur battant la chamade. Cela devenait de plus en plus compliqué. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Une dernière chose,
dit Jason en fouillant dans sa poche. Il sortit une petite boîte en velours et me la tendit. À l'intérieur se trouvait une boucle d'oreille en perles, parfaitement assortie au collier de ma grand-mère que Rachel portait actuellement. « Où avez-vous eu ça ?» demandai-je, stupéfaite. Rachel a mis en gage une boucle d'oreille à Lyon avant que nous nous séparions. Elle a dit qu'elle l'avait trouvée dans une chambre d'hôtel. Sa bouche se tordit en un sourire sinistre. Je l'ai retrouvée après sa disparition. Je pensais que ça pourrait être une preuve un jour. J'ai refermé mes doigts sur la boucle d'oreille, l'émotion me nouant la gorge. Merci. Assurez-vous juste que votre fils la voit. Une preuve physique est plus difficile à expliquer que des mots. Avec notre nouveau plan en place, je me suis déplacée vers ma position derrière un chêne massif avec une vue dégagée sur l'espace de la cérémonie dans le jardin. Grâce à mon oreillette, je pouvais entendre Patricia donner des mises à jour. Invités tous assis, mariés et témoins en position, la mariée est toujours dans la maison principale. J'ai regardé Henri prendre sa place à l'autel, beau dans son smoking, son expression un mélange de nervosité et de joie. Mon cœur s'est serré en le voyant là, si heureusement inconscient de ce qui allait se passer. Puis la voix de Patricia a crépité à nouveau dans mon oreille. Alerte. Homme inconnu, quarantaine, vient d'entrer par le côté haie, se dirigeant vers la zone de préparation de la mariée. Description, demanda sèchement Jason. Grand, dégarni, costume cher. Il porte quelque chose. On dirait une mallette. Ce n'est pas un invité de mariage, murmura Jason. C'est une réunion d'affaires. Un frisson me parcourut. Pouvait-il prévoir de partir après la cérémonie? Sauter complètement la réception? Possiblement. Rachel est effrayée par quelque chose. Jason fit une pause. Encore un changement de plan. Je vais intercepter cet homme mystère avant qu'il n'atteigne Rachel. Patricia, pouvez-vous retarder la cérémonie d'une manière ou d'une autre? J'y suis, répondit-elle. J'ai regardé Patricia trébucher apparemment près du quatuor à cordes, renversant un pupitre et créant une agitation mineure. Alors que les musiciens se dépêchaient de réorganiser leur partition, elle s'excusa abondamment, nous achetant ainsi de précieuses minutes. Dans mon oreillette, j'entendais la respiration de Jason alors qu'il se déplaçait rapidement. J'ai l'homme mystère en vue. Il est devant la suite nuptiale, il attend. Puis vint le son indubitable d'une porte qui s'ouvre et la voix de Rachel, tendue et en colère. Tu es en retard. Tu as apporté ce qu'il faut? Une voix masculine répondit, trop basse pour que je distingue les mots. Non, Claqua Rachel. Ce n'était pas notre accord. J'ai besoin des nouveaux documents aujourd'hui, après la cérémonie. Nous partons directement pour l'aéroport. Mon cœur battait à tout rompre. Elle prévoyait de s'enfuir aujourd'hui, avec mon fils. Madame Dubois. La voix de Jason était urgente. Dans mon oreille. Changement de plan. La cérémonie est notre seule chance. Rachel prévoit de partir avec votre fils immédiatement après. Elle a des billets d'avion réservés. Comment le sais-tu? L'homme mystère est un faussaire de documents. Haut de gamme. Il a livré de nouveaux passeports. Jamie Sunny's Mal. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Pas seulement une fraude financière, mais potentiellement l'enlèvement de mon fils vers un autre pays où elle pourrait vider ses comptes sans interférence. Jason, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. Faites ce qu'il faut. On arrête ça maintenant. À 13h45, les invités étaient assis dans le jardin. Le quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel, et il n'y avait aucun signe que les problèmes de paiement étaient résolus. La coordinatrice du mariage était visiblement stressée, chuchotant de manière urgente à des assistants qui allaient et venaient entre la maison principale et le jardin. Dans mon oreillette, j'entendais Patricia rapporter « Rachel est toujours dans la suite nuptiale. Le faussaire est parti, mais elle garde ses demoiselles d'honneur à l'extérieur. Elle est seule là-dedans. » Qu'est-ce qu'elle fait? Demandai-je. Je ne peux pas dire, mais elle passe des appels. Elle a l'air agitée. J'ai vérifié ma montre. La cérémonie aurait dû commencer, mais il y avait clairement un retard. À l'hôtel, Henri se déplaçait mal à l'aise, jetant un coup d'œil à sa montre. Puis la voix de Patricia à nouveau. Elle sort. La cérémonie commence. Le quatuor à cordes est passé à la marche nuptiale, et les demoiselles d'honneur ont commencé leur procession dans l'allée. À travers une trouée dans les arbres, je pouvais voir leurs robes pastel se détacher sur le fond vert luxuriant des jardins du domaine. Et puis Rachel est apparue. Une vision en blanc. Mon souffle s'est coupé malgré tout. Elle était stupéfiante dans la robe de créateur à 12 000 €, les perles de ma grand-mère brillant à sa gorge. Son expression était radieuse, ne montrant aucun signe de l'attention que Patricia avait rapportée quelques minutes plus tôt. Alors qu'elle faisait son premier pas dans l'allée, la voix de Jason est parvenue à mon oreillette. Je suis en position. Attendas mon signal. J'ai regardé Rachel glisser vers Henri, qui la regardait avec un tel amour et une telle confiance que mon cœur s'est brisé à nouveau.
Le prêtre a commencé la cérémonie, sa voix portant à travers le jardin alors qu'il accueillait les invités à cette joyeuse union. Lorsqu'il est arrivé à la partie, si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens du mariage, mes doigts se sont resserrés autour de la boucle d'oreille en perles dans ma poche. Mais Jason avait été clair, ce moment était trop prévisible. Rachel y serait préparée. Au lieu de cela, nous avons attendu que les vœux commencent. Alors que Rachel commençait à promettre d'aimer, d'honorer et de chérir Henry jusqu'à ce que la mort les sépare, Jason est sorti de derrière un pilier au fond de la zone des sièges. Rachel Leclerc. Sa voix a retenti, réduisant instantanément la cérémonie au silence. As-tu fait les mêmes promesses à Harold Mercier avant sa crise cardiaque bien commode? Toutes les têtes se sont tournées. Rachel s'est figée, le sang se retirant de son visage en voyant Jason se tenir là. Pendant une fraction de seconde, une peur nue a traversé ses traits avant qu'elle ne se ressaisisse. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix stable. Il doit y avoir une erreur. Je m'appelle Eva Lambert. Henry regarda entre Rachel et Jason, la confusion gravée sur son visage. KSE Passatil. Qui êtes-vous? Jason a lentement descendu l'allée, ses mouvements délibérés. Mon nom est Jason David, et jusqu'à il y a 2 ans, j'étais le partenaire de la femme que vous connaissez sous le nom d'Eva, sauf que son vrai nom est Rachel Leclerc, et qu'elle est recherchée dans 3 régions pour escroquerie. Un murmure parcourut les invités. Les yeux de Rachel cherchaient partout, visiblement une issue de secours. C'est ridicule, dit-elle, sa voix s'élevant. Henry, cet homme est clairement dérangé. Quelqu'un peut-il appeler la sécurité? Mais Jason n'avait pas fini. Il sortit son téléphone et le leva. J'ai des enregistrements de Rachel planifiant ses arnaques, y compris des discussions sur sa dernière victime, une femme âgée nommée Éléonore Couturier, décédée dans des circonstances suspectes après avoir confronté Rachel au sujet d'argent volé. Le sang-froid de Rachel la quitta à nouveau, juste pour un moment. Ses yeux s'écarquillèrent et sa main se déplaça inconsciemment pour toucher les perles à sa gorge. C'était mon signal. Je suis sortie de ma cachette et j'ai marché lentement vers l'autel. Ces perles appartiennent à ma famille, Rachel. 4 générations de femmes du bois les ont portées le jour de leur mariage. Le souffle collectif des invités fut audible. Henry se tourna pour me regarder, son expression un mélange de choc et de trahison. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais dit que tu étais à Avignon. » J'ai menti, mon chéri, dis-je, ma voix douce mais ferme. Une chose que j'ai apprise en observant les experts. Le visage de Rachel se tordit de fureur. « C'est toi qui as orchestré ça ?» siffla-t-elle. Vieille femme jalouse et intrusive. J'ai exposé la vérité, ai-je corrigé. Il y a une différence. Henry regarda entre nous, la confusion cédant la place à la colère. Que se passe-t-il ici? Que quelqu'un m'explique maintenant. C'est alors que Jason a joué son atout maître. Il a appuyé sur son téléphone et la voix de Rachel a rempli le jardin. La vieille bique est tellement désespérée d'avoir des petits-enfants, elle gobera n'importe quoi. Et le fils, un vrai fils à maman. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pleurer sur mon passé tragique, et il signe un autre chèque. Il y eut une pause. Puis la voix enregistrée de Rachel continua. « Tu veux entendre le meilleur? Elle m'a donné le collier de perles de sa grand-mère. Elle a dit que c'était un bijou de famille. Je le vendrai probablement après la lune de miel. » Le visage d'Henry devint blanc, puis rouge, puis d'une couleur grisâtre maladive qui me donna envie de me précipiter à ses côtés. Mais ce moment ne consistait plus à le protéger. Il s'agissait pour lui de voir enfin la vérité. J'avançai, ouvrant ma paume pour révéler la seule boucle d'oreille en perles. Celle-ci vient du même collier, Henry. Jason l'a trouvée dans une boutique de prêteurs sur gage à Lyon il y a 2 ans, où Rachel l'a vendue après l'avoir volée à une autre victime. Les yeux de Rachel filaient entre la boucle d'oreille et la sortie. « Henry, dit-elle, sa voix soudainement douce, vulnérable. Ils mentent. Je peux tout expliquer. » Expliquer quoi? La voix d'Henry était d'un calme mortel. Expliquer comment tu te moquais de ma mère dans son dos tout en dépensant son argent? Expliquer comment tu m'as traité de fils à maman tout en prétendant m'aimer? Il se tourna pour regarder Jason. Comment puis-je savoir que vous dites la vérité? Où sont vos preuves? Jason tendit son téléphone à Henry. Toutes les preuves sont ici. Rapport de police, photos de Rachel sous différents noms, enregistrement audio. De plus, votre mère a engagé une détective privée qui a découvert la fausse identité de Rachel, son diplôme d'infirmière, son numéro de sécurité sociale, tous des faux. Henry fit défiler le téléphone, son expression s'assombrissant à chaque balayage. Quand il leva les yeux, ils étaient froids. « Est-ce que ton nom est au moins Eva Lambert ?» Le combat sembla quitter Rachel d'un seul coup. Ses épaules s'affaissèrent, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle faisait son âge réel au lieu de la jeune femme innocente qu'elle prétendait être. « Ça a commencé comme un travail, dit-elle doucement. Juste un pigeon de plus.
Mais ensuite, je ne sais pas. J'ai pensé que je pourrais peut-être rendre ça réel. En mentant sur tout? Lavoix de Henri Asibrisa. Ton nom, ton travail, ta famille, toute l'histoire de ta vie. Qu'est-ce qui était censé être réel entre nous? Rachel regarda autour du jardin une dernière fois, observant les centaines de visages qui la fixaient avec un mélange de choc, de dégoût et de fascination. Les arrangements floraux élaborés. Le photographe qui prenait encore des photos. Le vidéaste qui capturait chaque instant de son humiliation publique. « Je dois partir », murmura-t-elle. « Oui », dit simplement Henri. « Tu dois partir ?» Mais Rachel Leclerc n'en avait pas tout à fait fini. Alors qu'elle rassemblait sa robe pour remonter l'allée, elle se tourna vers moi avec un regard de haine pure. « Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas? Felicitations, Madame Dubois. Tu as récupéré ton précieux fils. » Elle se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure venimeux. « Mais tu sais quoi? Il ne fera plus jamais confiance à une autre femme après ça. Tu l'as ruiné pour l'amour pour toujours. Et puis, tu resteras la femme la plus importante de sa vie. N'est-ce pas ce que tu voulais vraiment? » Les mots ont fait mouche. J'ai ressenti une pointe de doute, me demandant si ma quête de justice avait franchi la ligne vers quelque chose de plus sombre et de plus égoïste. Mais Henri me surprit. « Non, dit-il fermement, ayant entendu ces mots. Elle ne m'a pas ruiné. C'est toi qui l'as fait. Et tu sais quelle est la différence? Maman essayait de me protéger. Toi, tu essayais de me détruire. » Le visage de Rachel se tordit de fureur. « Vous le regretterez, tous les deux. » Jada Amos de Relations. Ce n'est pas fini. Jason Asavenka, Son Expression Amusée. En fait, si, c'est fini. Tu vois, pendant que tu faisais ton petit numéro ici, la police judiciaire s'est montrée très intéressée par notre conversation sur ton arnaque actuelle. Ils sont particulièrement fascinés par ton faux numéro de sécurité sociale et ton historique d'emploi frauduleux. Le visage de Rachel devint blême. Tu n'oserais pas. Déjà fait, ma belle. Il devrait être là d'une minute à l'autre pour t'escorter. Il vérifia sa montre. En fait, je suis surpris qu'il ne soit pas encore arrivé. Comme s'ils étaient invoqués par ces mots, deux hommes en costume sombre apparurent à l'entrée du jardin. Ils se déplaçaient avec la démarche déterminée d'agents des forces de l'ordre, et le dernier espoir de Rachel d'une sortie digne s'évapora. « Rachel Leclerc », dit l'agent le plus grand en brandissant son insigne. « Police judiciaire. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, usurpation d'identité et violation des réglementations bancaires. » Ce qui suivit fut une scène que je n'aurais jamais imaginé voir au mariage de mon fils. Des agents de police lisant ses droits à une suspecte dans un jardin décoré de roses blanches et de gypsophiles. Des invités de mariage cherchant leur téléphone pour enregistrer l'histoire en marche. Une mariée dans une robe à 12 000 € emmenée menottée. Rachel ne partit pas sans un mot. Alors que les agents l'escortaient le long de l'allée, elle se retournait sans cesse pour crier sur Henri et moi. « C'est du harcèlement. Je n'ai rien fait de mal. Vous aurez des nouvelles de mes avocats. » Mais ces protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. La moitié des invités enregistraient son arrestation, et l'autre moitié envoyait déjà des SMS à leurs amis et à leurs familles qui avaient manqué le spectacle. Le soir même, la vidéo serait partout sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme #mariage raté et #arnaqueuse en robe blanche. Après le départ des agents avec Rachel, on silence étrange s'installa sur le jardin. 300 invités restèrent assis sur leurs chaises, ne sachant s'il fallait partir ou rester, féliciter ou compatir. Le prêtre se tenait à l'autel, l'air de n'avoir jamais rencontré cette situation au séminaire. Henri resta à l'autel, toujours en smoking, fixant le chemin où sa fiancée venait d'être arrêtée. Je voulais aller vers lui, mais quelque chose me retint. C'était son moment pour digérer, pour faire son deuil, pour décider de la suite. Finalement, il se tourna pour faire face à l'assemblée. « Eh bien, dit-il, sa voix portant à travers le jardin silencieux. C'est gênant. » Quelques rires nerveux parcoururent la foule. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas ainsi que vous vous attendiez à passer votre samedi après-midi. » Il fit une pause, se passant une main dans les cheveux. « Le mariage est évidemment annulé, mais la réception est déjà payée, donc si quelqu'un veut rester pour le dîner et le bar ouvert, vous êtes les bienvenus. Dieu sait que j'aurais bien besoin d'un verre. » Cette fois, les rires furent plus francs. Les gens commencèrent à se lever, à s'étirer, à parler en petits groupes alors que le choc s'estompait et que la réalité de la situation s'installait. Henri regarda enfin dans ma direction. Nos regards se croisèrent au milieu du chaos, et je vis un mélange de gratitude, d'embarras et de quelque chose qui aurait pu être de l'admiration. Il descendit l'allée vers moi, et la foule s'écarta comme la mer Rouge. Quand il m'atteignit, il s'arrêta et resta là un moment, étudiant mon visage. « Maman, dit-il finalement. Nous devons parler. » J'ai hoché la tête. « Oui, en effet. Mais d'abord,
je tendis la main et détachai soigneusement mon collier de perles. Celles-ci t'appartiennent. Henri secoua la tête. Non, maman. Elles appartiennent à la femme que j'épouserai un jour, quand je trouverai quelqu'un qui en est digne. Mes yeux se remplirent de larmes. Je suis tellement désolé, Henri, de ne pas t'avoir mieux protégé. D'avoir laissé cela arriver. Tu m'as protégé, dit-il doucement. De la seule manière que j'aurais cru. Il jeta un coup d'œil aux invités dispersés, dont certains se dirigeaient déjà vers la salle de réception où le bar ouvrait plus tôt. Même si je dois admettre que tes méthodes sont spectaculaires. J'ai appris de ton père, dis-je avec un petit sourire. Il disait toujours que parfois, il faut un grand geste pour faire entrer quelque chose dans une tête de mule. Henri rit malgré tout. Il aurait adoré ça. Le raid de la PJ, surtout. Il aurait été le premier au bar après. J'en suis sûr, approuvai-je. Henri m'offrit son